Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode du Power Green Podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Karl qui a récemment rejoint Power Green Coaching. Et du coup, le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est pour parler un peu de la collaboration, faire un petit peu un débrief des championnats de France Open de Karl qui sont déroulés le mois dernier, parler un petit peu des objectifs de 2026, autant d'un point de vue sportif que d'un point de vue professionnel, donc c'est-à-dire le coaching. Et puis aborder quelques sujets autour de l'entraînement pour que Karl vous partage un petit peu sa vision. Bon, après, spoiler, si on bosse ensemble, c'est qu'il n'y a pas des, il n'y a pas des différences de vision extrêmes. Voilà. Et puis, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast ou alors qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter? Ouais, alors, du coup, je vais me représenter un petit peu en vif. Donc, moi, c'est toujours Karl, du coup, aux dernières nouvelles, hein. Donc ça fait depuis maintenant à peu près 2021 que je pratique, musculation force athlétique. Je suis diplômé depuis maintenant à peu près 1 an et demi, ouais, d'une licence TAPS entraînement sportif et du coup, j'ai commencé, à coacher en parallèle, dès ma L2, donc à peu près 2022 en force athlétique. Puis à côté de ça, je suis aussi, pratiquant donc depuis, ouais, sérieusement 2022, quoi. Ok. Bon, il me semble que tu as oublié un truc majeur dans ta présentation là. Au dernier championnat de France Heu, Open, tu as fait troisième. ah oui, oui. Oui, oui, du coup, j'ai effectivement, oui, fait troisième. C'est vrai que je l'ai pas j'ai oublié de le préciser. Voilà, donc pour commencer un petit peu le podcast, enfin pour commencer l'épisode là, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu globalement les objectifs de la collab de nous deux? Alors, les objectifs de la collab, ça va, déjà de pouvoir justement, collaborer sur, et partager l'expérience sur, certains cas concrets, en coaching. Améliorer aussi la qualité des services, donc en mettant en place, notamment des webinaires, créer plutôt plus de contenu, pour les comment, les coachés. Mmh. Et puis voilà, améliorer les services au global et puis moi aussi, me permettre de gagner encore plus d'expérience et de plutôt personnellement, en tout cas, professionnaliser davantage, mes services. Ouais, je suis d'accord. OK. Bah et puis, c'est pas que de ton côté, hein. Forcément, de mon côté, il y Oui, a aussi des choses à tirer. Et puis un truc aussi, c'est, pour la gestion de match, essayer de couvrir un petit peu plus de territoire sur la France. Par exemple, si j'ai un athlète qui tire en Bretagne ou toi, si tu as un athlète qui tire en Île-de-France, évidemment, voilà, c'est plus simple pour nous de gérer. Plus on est, plus c'est simple. Voilà, donc voilà, on nous avait posé un petit peu les questions objectives de la collab. Est-ce que l'objectif, c'est de devenir un grand groupe de coaching? Alors non, pas du tout. Voilà, et pas pour ambition de collaborer avec plusieurs coachs, en tout cas pour le moment. Voilà, donc ça, c'était pour un petit peu les objectifs de la collab. Du coup, pour commencer l'épisode, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu un récap des France Open là, qui viennent de se dérouler le mois dernier. Bah, vas-y, je te laisse la parole. alors, du coup, moi, là, pour le coup, je vais plus parler en tant que du coup athlète, puisque là, j'étais pas coach, mais athlète. Franchement, ma meilleure compétition à ce jour, hein, bon, un dernier essai qui sera pas validé, mais fallait jouer le beau jeu. Le match, il a été parfaitement géré. Les essais étaient très, très bien choisis. On a bien revu, en fait, les petites choses qui avaient péché à France Junior. J'ai pu exprimer, je pense, mon meilleur niveau à ce jour. Et puis, voilà, là, sur l'aspect, gestion de match et application, franchement, j'étais assez content. Et puis après, c'est surtout le levier, plutôt, psychologique. Parce que, moi, je suis quelqu'un, du coup, je sais pas si ça se voit, mais qui vit vraiment à 100 la compétition, donc dans le bon comme dans le mauvais. Et après, c'est tout ce qu'il y a autour plutôt où, les hauts étaient très hauts et puis, par exemple, le pré-comp, je sais que j'ai encore quelques petites choses à travailler pour, par exemple, entre guillemets, «mieux gérer le stress, l'appréhension», ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, j'étais vraiment très, très, très satisfait de ma compétition, pour une fois. Ouais. Du coup, tu finis avec 770 de total. Qui du coup, avant cette compète, était égalité avec le record de France junior, qui avait été pris par Célian aux Europes. Donc voilà, l'objectif c'était de coller Célian dès le deuxième terre, comme on avait dit, pour du coup montrer à Célian que l'année prochaine il y allait avoir bataille au championnat de France junior. Bon, le record a été pris par Calixte après, mais Calixte n'est plus junior là en 2026, donc bon, il a pris le record, mais il sera pas dans la bataille pour les juniors en 2026. Et donc du coup là, c'est ta dernière année junior. Tu peux nous parler des objectifs là? Les objectifs là, c'est
très clair et précis, bah, ça va être de gagner les championnats de France en mai, du coup. Et bah, aussi de potentiellement aller chercher ce singlet bleu pour bah, décrocher une participation à l'international, quoi. Évidemment. OK, bah, du coup, voilà, récap des championnats de France, voilà, donc très content. Donc au niveau des objectifs sportifs, tu nous en as parlé. Hem au niveau des objectifs professionnels, donc dans le coaching, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Quels sont tes objectifs là pour 2026 ou même sur le plus long terme? Ouais, bah, moi, les objectifs, bah, déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cet aspect professionnalisme. Parce que c'est vrai que du coup, comme moi, j'avais commencé pendant mes études au début, j'ai toujours un petit peu gardé cette relation parfois un peu, peut-être un peu trop copain-copain et du coup un peu plus professionnaliser ouais, mes services. Et aussi comment bah, faire en sorte que l'activité devienne pérenne, quoi. Donc la développer davantage, avoir un petit peu plus d'athlètes aussi. Et puis, bah, continuer d'emmagasiner de l'expérience puisque c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron. Donc forcément, plus je vais coacher de profils différents et plus la qualité de mes services aussi pourra être, meilleure, bah, du coup, dans les années à venir, quoi. Ouais, évidemment. Tu nous avais parlé dans le premier épisode du podcast qu'on avait fait que, tu donnes aussi des cours de force athlétique dans une salle. Hem, Comment tu arrives à enfin, est-ce que tu sens que ton activité de coaching en ligne, elle peut t'aider sur ça? Et inversement, est-ce que tu sens que le fait de donner des cours en présentiel, bah, ça te fait voir, par exemple, des choses que tu vois pas forcément avec des athlètes en ligne et du coup, tu vas être plus vigilant avec eux sur ça? Ouais, ouais, 100. Je dirais vraiment la chose qui se transfère le plus, c'est l'aspect, pédagogique et ouais, l'aspect pédagogique parce que, ben, donner, enfin expliquer ou plutôt faire de l'optimisation sur un squat avec quelqu'un qui pratique déjà depuis 3 4 ans, c'est pas la même chose qu'apprendre, une flexion de hanche à quelqu'un qui n'en a jamais faite de sa vie. Du coup, bah, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire et ouais, je dirais peut-être plus dans le sens du présentiel vers le, distanciel. Je pense qu'il y a plus de transfert que l'inverse, tu vois? Parce que, bah, en présentiel, l'idée c'est aussi vachement de procéder à de la remise en forme et on n'est pas non plus sur, de l'hyper-optimisation donc heu, donc ouais, c'est plus dans l'autre sens avec la pédagogie. OK, OK. OK, je vois. OK, bah, du coup, tu nous as parlé des objectifs. Bon, pour faire un petit peu le tour, de mon côté au niveau des objectifs, bon, au niveau des objectifs sportifs, c'est pas autant ambitieux que Karl. Je m'entraîne toujours évidemment, en FA. Bon, j'ai un peu mis le squat de côté parce que bon, voilà, c'est pas mon mouvement, c'est pas mon mouvement préféré. Mais je m'entraîne tout le temps en FA. En ce moment, je fais plein de choses, je me suis mis à enfin, j'ai envie de développer aussi mes tractions, mes muscle up et cetera. Et puis, j'ai commencé un petit peu un nouveau truc là en 2025, en septembre à la rentrée, je me suis inscrit à l'athlétisme. Du coup, je fais un peu de demi-fond là. Bon, visiblement, j'ai vu que j'étais pas mauvais. Donc, bah voilà, je continue à m'entraîner sur ça. Et puis voilà, je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne quasiment 2 fois par jour, tous les jours. Et du coup, en général, je vais courir le matin, puis je m'entraîne le soir. Donc voilà, je m'entraîne beaucoup. Les objectifs sont pas élevés comme Karl, mais en tout cas, voilà, je m'entraîne beaucoup. Et sur le coaching, bah, pareil que Karl, voilà, c'est continuer à développer la qualité des services. Alors pas forcément prendre de nouveaux athlètes, voire même pas en prendre, tout court. Alors évidemment, s'il y a des places qui se libèrent au cours de l'année, bah, forcément, si j'ai des demandes, je comblerai, mais voilà, c'est pas monter le chiffre. Je considère que j'ai atteint ma limite en termes d'athlètes. Là, je suis autour de 50 athlètes. Je considère que c'est une limite que je veux pas forcément dépasser pour, garder, bah, à la fois de la qualité, mais aussi du temps enfin du temps pour perso et pour développer d'autres projets. Et puis ouais, continuer à développer la qualité du coaching. Donc comme Karl le disait, essayer de proposer plus de contenu pour les athlètes, donc plus de vidéos explicatives sur différents sujets. Et puis même leur proposer plus souvent des webinaires sur différents thèmes, ou alors même des webinaires sans thème particulier, où juste on les convie et puis on discute en fonction de ce qu'ils ont envie de discuter, et puis pour leur apporter un peu plus d'expérience. Et ce que j'ai envie de développer un petit peu en 2026, c'est vraiment voilà, essayer de donner des clés aux athlètes, plus de clés en tout cas que je le fais à l'heure actuelle, pour que bah, ils soient un peu plus autonomes dans leur pratique. Vraiment continuer à transmettre un petit peu ce que j'ai appris au cours de ces années. Et puis voilà. Voilà, tu as un truc que tu voulais rajouter sur les objectifs? Non, enfin, du coup, d'un point de vue sportif, tu prévois de faire un Irox ou un truc comme ça ou? Non, non, du coup, je fais du demi-fond. Donc, si je me trompe pas, le demi-fond, je crois que ça commence aux 800 mètres jusqu'aux 5000 mètres. Bon, moi, je fais que du 5000 mètres pour l'instant.
Et bon, du coup, l'objectif, ça serait peut-être de me qualifier au championnat de France. Voilà, on verra. En vrai, je suis pas très très loin. Je suis pas très très loin des minima. Donc, comme je disais, je suis un peu plus doué en demi-fond qu'en force athlétique, visiblement. Parce que du coup, j'ai vu que pour se qualifier au championnat de France, le minima, là, c'était 17 minutes. En vrai, honnêtement, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense déjà être capable de le courir en 17 minutes. J'avais fait 17-40 il y a quelques mois. Et là, je pense déjà être capable de le courir en 17 minutes. Donc, on verra. J'ai une course le 8 février. On verra ce que ça donne. Ah ouais, tu cours bien quand même. Ouais, franchement, ça va. Bah, comme je disais, j'ai un peu. Enfin, je me suis surpris. En fait, j'ai très, très vite progressé. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu comprends que tu es doué dans un sport, ça fait plaisir. Tu vois, parce que moi, ça m'est jamais arrivé en FA. Voilà, j'ai jamais été particulièrement doué. En fait, j'ai eu l'impression tu vois, d'être un sub-junior qui vient et qui fait plus 10 à chaque entraînement. Tu vois, et je me suis dit, putain, en fait, c'est trop cool d'être doué dans un sport. Parce que j'avais jamais connu ça. Et j'ai dit, bon, voilà, c'est peut-être un peu tard, mais écoute, on verra. Non, oui, jamais trop tard. Ouais, on verra. Bon, de toute façon, l'objectif, c'est pas d'être champion du monde non plus, hein. Voilà. Bon, du coup, ensuite, bon, sujet, on a un peu de retard, hein. On a un peu de retard, mais on nous a demandé de parler un petit peu des nouvelles règles IPF, parce que du coup, bon, c'est un peu le sujet d'actu du moment là. Bon, évidemment, tous les gens se sont rués pour faire un petit peu des analyses, etc. Donc, on a 2-3 semaines de retard. On a peut-être 2-3 semaines de recul en fait en plus. Donc, bon, on va aborder brièvement ça. Bon, l'objectif, c'est pas de faire un épisode qui parle que de ça, hein. Voilà, on va en parler 5 minutes. Du coup, quelles sont les principales règles? Donc, bah, la règle principale où tout le monde va être un peu impacté, enfin tout le monde non, mais ce qui va le plus impacter de gens, c'est probablement au niveau du bench. Du coup, bah, je te laisse, vas-y, expliquer, comme ça tu parles un petit peu dans le podcast, je te laisse expliquer du coup ce qui change un petit peu sur le bench. Bah alors du coup la règle, bah, déjà je l'ai relu plusieurs fois parce que bah, pour l'interprétation c'est vrai que c'est assez, bah, j'attends de voir en fait ce que ça va donner. Mais alors si j'ai bien compris, c'est au niveau du sync, va falloir vachement le limiter, enfin même annuler complètement l'impulsion au niveau du haut du corps lorsqu'on repart après l'enfoncement. Donc après, bah, forcément il y a des gros profils avec des gros signes qu'effectivement je pense que ce sera plus facile de le voir. Mais par exemple, sur certains, bah, notamment les athlètes féminines, là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ouais, j'attends de voir au niveau de l'interprétation quand découle en pratique comment ça va se passer, quoi. Mais Ouais. Ouais, bah c'est ça, parce que du coup, bon, l'IPF, ils ont un peu pondu ça 1er janvier. Apparemment, même les fédérations n'avaient pas été au courant. J'écoutais un podcast de Charlotte Perrault là, qui disait que bah, ils avaient reçu ça le 1er janvier. Donc débrouillez-vous. Bon, forcément, tout le monde a un petit peu râlé, les fédérations ont un peu râlé, et donc du coup, ils se sont dit qu'ils allaient. Je sais plus quand est-ce qu'ils mettent ça en place, mais je crois que c'est début mars, je crois, il me semble. Bon, en tout cas, je sais ouais, pas en compte. Donc du coup, je crois que c'est début mars. Du coup, bah forcément, effet force, c'est pas non plus appliqué, et ce sera pas appliqué pour les France Bench. Mais ouais, enfin c'est un peu particulier parce qu'au début ils nous ont pondu le truc sans aucune explication, personne ne comprenait rien. Bon, visiblement ça attend enfin d'après ce que les gens ont essayé d'expliquer, effectivement on aurait encore le droit de sync mais sans mouvement de la cage thoracique vers le haut, et effectivement c'est un peu compliqué. Alors par exemple moi dans mes athlètes j'ai des profils où je sais que ça passera pas, du genre Émilie, je sais que bah, son sync va falloir changer un truc. Par contre, je te prends l'exemple de Sosa. Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre et j'arrive pas à savoir est-ce qu'il va être impacté par la règle. Donc, bon, bah, forcément, bah, un profil comme Sosa, en fait, c'est assez simple, puisque bon, il a pas de compète là pendant plusieurs mois. Donc, ce que je lui ai dit, c'est pour l'instant, tu changes rien. Et puis, on verra sur les premières compètes comment ça va être jugé, notamment la première compète Inter, je crois que c'est les Europe Open. Donc, ça va être. Enfin, on va voir. Mais franchement, pour les athlètes qui font de l'Inter directement, là, je pense que ça va être compliqué. Bah, Émilie, comme je le disais, pour moi, la règle l'impact. Donc, forcément, on va devoir changer. Mais je pense à Bobby du club du SCOV, là. En fait, lui, pareil, il sait pas à quel point ça l'impacte. Et bah, il prépare les Europes, lui aussi. Donc, en fait, c'est vachement compliqué. Il va être dans le flou jusqu'au dernier moment. Donc, bon, voilà. Enfin, ouais. dans l'application, encore une fois, ils ont, ils ont pondu des règles là comme ça au dernier moment, et en plus, encore une fois, sans expliquer, c'est vachement compliqué. Voilà, donc ça c'était pour la règle principale qui a fait un peu couler de l'encre. Il y a aussi d'autres règles, dont certaines qui, pour moi, sont plutôt cohérentes, notamment au niveau du low bar. Alors, cohérent il fallait une règle évidemment.
Maintenant sur l'application, puisque du coup la règle officielle c'est que la barre ne doit pas reposer plus bas que le deltoïde postérieur. Alors dans les faits, ouais, enfin, ça a l'air d'être un bon truc. Maintenant c'est compliqué à juger parce que bah, déjà le deltoïde postérieur, en fonction des gens, c'est plus ou moins bas, l'insertion est plus ou moins basse, et puis surtout, enfin les arbitres sont devant, donc comment tu fais parce que du coup sur le book IPF, ils nous ont mis une photo où on voit le lifter d'en haut. Sauf que les arbitres n'ont pas du tout cette vue et c'est vachement compliqué de mettre en place. Donc bon, pareil, ça, on verra comment c'est mis en place. Mais dans les faits, je trouve que c'est plutôt une bonne règle. Il y a aussi eu un truc sur le terre. Tu peux nous expliquer ce qu'il y a eu sur le terre, là, sur le lock? Ouais, alors il semblerait qu'au terre, bah, dorénavant, enfin, à l'avenir, il n'y aura plus nécessairement besoin d'exagérer le verrouillage au niveau des épaules. Et bah, ce qu'on appelait donc soft avant sera a priori lock maintenant. Donc bah, du coup, ça faciliterait grandement au final la position au verrouillage. Bon, après là, pareil, ça, je sais pas trop quoi en penser. Euh, Moi, je suis pas forcément. Enfin, si je peux être concerné dans une certaine mesure, mais je suis pas genre le profil le plus concerné. Donc, pareil, à voir comment ça va s'appliquer, si ça va être vraiment trop boosté ou pas. Et juste pour revenir sur le lobar avant, moi, Ouais. j'ai un avis un peu, pas divergent, mais particulier là-dessus. En soi, tout le monde dit que c'est super bien et tout. Je dirais pas que c'est mauvais, hein, mais c'est juste qu'au final, moi, ce que je me disais de toute façon avant, c'est que tu le fais à tes risques et périls. Ça veut dire qu'on a bien vu qu'avoir une barre très très basse, bah, pour certains, soit ça te réussit, soit au final, bah, tes standards sont pas du tout convaincants et tu peux buller. Donc en fait, moi je me dis, si tu veux jouer, bah, enfin entre guillemets jouer évidemment, fais-le, mais on voit bien que la rentabilité, elle est très souvent quand même, enfin, le ratio coût-bénéfice n'est pas hyper intéressant. En plus d'avoir au final un mouvement qui, bah, à l'entraînement aussi, est assez peu, pas reproductible, mais d'un point de vue standard de compétition, il n'est pas forcément hyper bah, au standard, tout simplement. Donc, ouais, c'est une règle qui fait sens, mais au final, je sais pas si. Enfin, si, ça va changer des choses, mais moi, c'est pas quelque chose où je me suis dit en tout cas, je m'en suis pas réjoui dans le sens: «Ah trop bien, les tricheurs vont arrêter», parce que de toute façon, bah, c'était un pari qu'ils prenaient. Des fois ça payait, des fois ça payait pas. Voilà, c'est juste mon opinion en fait sur cette règle-là, quoi. Bah, en fait, pour moi, cette règle, elle vient suite à la règle qu'ils avaient fait, je sais plus, ça date de quand, peut-être d'il y a 2 ans, où en fait, fallait garder le buste relativement droit. Parce qu'en fait, depuis tout le temps, il y a toujours eu des French low bar avec du coup une grosse inclinaison au niveau du buste. D'un point de vue rendre le sport joli peut-être, alors pas d'un point de vue des pratiquants de force athlétique, mais d'un point de vue des pratiquants qui ne pratiquent pas la force athlétique. Enfin, tu vois un squat où le mec est complètement penché avec la barre au milieu du dos, tu te dis mais c'est pas un squat ça. Et donc du coup, ce qu'ils avaient fait, c'était que tu devais avoir le buste relativement droit. Sauf qu'en fait, ça a amené des gros problèmes de sécurité, à la fois pour les athlètes qui essayaient de jouer un petit peu avec ces règles, mais aussi pour les spotters. On a pu voir bah, sur pas mal de compètes où en fait les gens gardaient la barre très basse dans le dos, mais essayaient de se redresser. Et donc bah, forcément, il y a plein de fois où ça n'a pas tenu et où la barre est tombée. Et en fait, pour moi, d'un point de vue sécurité, c'était obligé de prendre des mesures parce que bah, ça peut être très dangereux à la fois pour les athlètes et à la fois pour les spotters. Parce que bon bah voilà, quand surtout à l'inter où c'est des grosses charges, quand t'as 300 plus sur le dos et que la barre tombe sur les spotters, c'est quand même compliqué. Donc ouais, pour moi, d'un point de vue sécurité, je pense qu'ils étaient obligés de prendre enfin, ils étaient obligés de prendre une règle, quoi, tout simplement. Ouais, parce qu'avant c'était marqué, across the shoulder. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises? Il C'était me semble, pas. ouais, après, c'était encore une fois, c'était très flou. J'avais l'impression que tant que tu étais capable de la tenir, c'était OK, tu vois? Ah bah oui, ouais, c'est pour ça, c'était vraiment, bah, cross, donc vraiment aux alentours, on va dire, c'était Ouais, assez ambigu, quoi. ouais, voilà. Du coup, par rapport à ce que tu disais sur le terre, bah, du coup, ouais, changement de lock, enfin, changement de règle sur le lock. Donc, la règle officielle, c'est que, en fait, tu as ta barre, tu traces une droite imaginaire vers le ciel. Et si ton deltoïde antérieur est derrière cette ligne, c'est bon. Donc, d'après ce que j'avais compris, c'était un petit peu pour faciliter la chose. Pour, par exemple, tu sais, on avait des gros athlètes qui ont une cage thoracique immense. Par exemple, Jesus Olivares, il me semblait que, bah, genre, quand il avait les épaules verrouillées, tu vois, son épaule était un petit peu en avant. Quand il avait les hanches verrouillées, pardon, son épaule était des fois un petit peu en avant de la barre. Donc, pour lui, ça viendrait. Bon, c'est une règle cohérente, mais il y a plein de
plein de profils chez qui ça va beaucoup profiter. Bah, en vrai, toi, je pense que ça pourrait pas mal te profiter, parce que c'est plus trop le cas maintenant, mais au début, tu sais, ta main qui est en pronation, tu avais tendance à avoir l'épaule un petit peu comme ça. Tu as pu te faire strike par des arbitres, et là, ça serait plus le cas, tu vois. Donc, Ouais, ouais, après, en fait, bon, après, moi, si je parle de mon cas, il y avait aussi les soucis de grippe qui faisaient que ouais, comme la barre glisse au lock, je suis obligé de me restreindre sur ouais, le lock. Après, à voir, c'est sûr que si, je vais pas te mentir, si je peux gagner 10 kilos, bah, ouais, c'est évidemment, bénéf, tu vois, évidemment, évidemment. mais ouais. Mais franchement, c'est à voir. Et pour l'instant, j'ai dit à la majorité de mes athlètes de rien changer, parce que j'ai des gens qui ont voulu essayer de le mettre en place, notamment des gens qui font du tradi. Et en fait, tu te rends compte que dans la mise en place, ils veulent essayer de gratter, et au final, ils se retrouvent avec les hanches pas verrouillées, quoi. Et au final, en essayant de gratter 2 kilos, tu finis avec un livre plus standard, quoi. Donc, bon, pour moi, c'est vrai que je suis un peu mitigé, mis à part, bah, comme je le disais, pour les gros athlètes. Voilà, donc ça c'était pour les trois listes principaux, ce qui changeait. Et puis après, il y avait plein de petites règles, notamment bah, un truc, et tout le monde a dit une règle anti-Russell Horry, mais c'est aussi une règle anti-Carl, le collier dans la bouche là. Ouais, ça, c'est bah, ça, au final, je pense que ouais, c'est la seule règle qui me concerne vraiment pour le coup. Là, en soi, c'est surtout une question d'habitude parce que moi, c'était plus sur l'aspect psycho, c'était une routine, pardon, Ouais, un rituel que j'ai à chaque fois. Donc, bah, va juste falloir en fait que je déconstruise ça. Donc, ça m'embête un petit peu pour le coup, mais bon, c'est pas grave. On s'y fera en vrai, on la mettra sous le t-shirt. Et puis bon, bah, c'est comme ça. Puis, comme tu disais, pour l'aspect c'est vrai que j'y avais pas trop pensé, mais pour l'aspect sécurité, bon, c'est vrai que si tu as ouais, quelque chose de bouche, ça peut s'entendre, même des fois, bon, bah, c'est bête, mais sur un soulevé de terre, il y en a certains qui peuvent s'évanouir. Bon, si la chaîne reste et que, je sais pas, tu vois, bon, ouais, ouais, par, c'est vrai, par, c'est vrai. par malchance, tu vois, ils peuvent s'étouffer. Bon, je sais pas, tu vois. Il y a aussi une autre règle sur les cheveux. Donc avant, enfin, les gens qui avaient des cheveux longs, il fallait les attacher au bench. Visiblement, maintenant, tout ce que j'ai compris, alors ça dépend de la longueur de tes cheveux, etc. Mais il faudrait les attacher sur tous les mouvements. On a pu voir notamment une illustration là qui nous ont mis dans le book. En fait, tu as une fille qui a les cheveux longs sur le devant là. Et en fait, quand elle descend, ses cheveux viennent devant les hanches. Et en fait, l'arbitre central ne voit pas l'amplitude. Donc ça, pareil, pour moi, ça me paraît être une règle cohérente. Voilà, il y a aussi, bah, c'est ce que j'ai entendu dans un épisode. C'est aussi une règle de sécurité, puisque tu as vite fait des cheveux qui vont s'accrocher autour de la barre, qui vont s'enrouler autour de la barre. Donc pareil, pour moi, ça c'est un truc qui paraît cohérent. Voilà. Il y a aussi une autre règle, et ça, bah, pareil, c'est aussi une règle de sécurité, je pense, même si il y a plein de gens qui vont être un petit peu impactés, c'est les lacets maintenant doivent être faits. On a pu voir plein d'athlètes qui, du coup, squattaient en chaussures montantes, et qui, du coup, faisaient exprès de ne pas faire leur lacet et de vraiment desserrer la chaussure pour bah, laisser un peu plus de liberté sur la dorsiflexion. Et donc, du coup, bah, là, va falloir faire les lacets. Alors après, je pense qu'il y a moyen de faire les lacets et de laisser quand même beaucoup, beaucoup de mou pour quand même laisser avancer la cheville. Mais voilà, va falloir faire les lacets. Et il y a aussi une autre règle maintenant sur les genouillères. C'est un truc qui a beaucoup changé là ces derniers temps, je trouve, parce qu'il me semble que c'était déjà le cas même avant le 1er janvier. Mais maintenant, il y a le droit d'avoir de l'aide pour mettre ses genouillères. Alors de l'aide, ça veut tout et rien dire, hein. Je ne sais pas si c'est bon maintenant depuis qu'il y a eu le singlet long là, je sais que maintenant il y avait le droit d'utiliser les chaussettes, les sangles, etc. Mais visiblement, d'après ce que j'ai compris, on peut même demander de l'aide à quelqu'un. Bon, au final, le truc, ça, ils ont banni les genouillères rigides parce que le truc ressemblait trop à de l'équipé. Mais au final, s'il y a quelqu'un qui vient te mettre tes genouillères avec 4 tailles en dessous, bon, bah, au final, c'est de l'équipé quand même, tu vois. Bon, au final, voilà, je sais pas. Et puis, la règle aussi qui a fait un peu couler beaucoup d'encre, c'est que alors, on n'est plus autorisé à sortir par l'avant du rack pour les célébrations excessives, etc. Alors, pour les célébrations, évidemment, je suis pas. Enfin, pour moi, ça fait partie du sport et on voit que tous les gros moments de sport, il y a tout le temps eu des célébrations un petit peu iconiques, que ce soit dans le power ou même ailleurs. Mais pour le fait de sortir par l'avant du rack, moi, ça, c'est une règle que j'aime bien et que j'ai toujours. Enfin, c'est une règle que je comprends en fait, et il me semble que c'était pas forcément dans le règlement, mais c'était déjà d'usage en fait de ne pas sortir par l'avant du rack, parce qu'en fait, ça fait chier les spotters. Je sais pas si tu as déjà spoté sur une compétition, mais quand tu as un athlète qui sort par l'avant, bah en fait, l'athlète le spotter qui change les hauteurs de barre, bah il perd du temps quoi. Et si tout le monde fait ça, bah tu as vite fait de perdre 15 secondes à chaque fois. Et sur l'échelle d'une compétition, ça fait beaucoup. Pareil, le mec, enfin, du coup, il y a une règle qui dit qu'on n'a plus le droit de sortir, enfin, de marcher au-dessus de sa barre au niveau du terre. Pareil, le mec qui lève les barres, bah, à chaque fois, il est obligé d'attendre que l'athlète
que l'athlète passe par-dessus, etc. Donc en soi, si tu veux célébrer, moi, il n'y a pas de problème, et je trouve même qu'il faut célébrer, tu vois. Mais vas-y, fais le tour de ta barre et célèbre à côté, tu vois. Voilà. Mm. Voilà. Bon, évidemment, je pense qu'il y aura encore du nouveau le temps que les règles soient vraiment appliquées, donc début mars. Et puis après, même, je pense qu'on fera peut-être un point après les Europes là, pour voir comment les règles ont été appliquées, notamment bah, au niveau du sync, là, c'est la règle un petit peu brûlante. Voilà. Tu voulais rajouter des trucs sur les règles? Non, après, bah, là, c'est pareil. C'est pour ce qui est de sortir par l'avant, etc. Au squat, j'aurais rajouté l'aspect sécu aussi, tout simplement. Bon, même si c'est rare que ça arrive, sait-on jamais. Et au deadlift, là, pareil, faire attention, parce que même des fois, c'est con, mais à la fin de ta compte, tu vas serrer la main aux arbitres. Flemme de te faire nos lifts, si juste, en fait, ça partait de bonnes intentions. Après, je sais pas comment ça va se passer à ce Mais niveau-là. c'est ce que j'allais dire, je sais pas comment. Parce que imagine, genre, voilà, t'as ton down, tu poses la barre, t'as 3 blanches, et en fait, tu marches au-dessus. Bah, ils vont rien faire, en fait. T'as 3 blanches, le jury ne peut pas intervenir. En fait, Ah, ça, bah oui, j'ai ils peuvent pas overall si c'est 3 blancs, j'ai- c'est vrai. en fait, ça, j'ai l'impression que c'est pas des règles qui vont amener des red cards, mais c'est juste, en fait, un cas. Enfin, c'est juste, c'est d'usage de pas le faire pour le bon déroulé de la compétition. Voilà. C'est plus comme ça que je l'interprète. Je vois mal, en fait, un arbitre mettre rouge sur ça. Franchement, je vois mal un arbitre mettre rouge sur ça, mais à mon sens, c'est ouais, les athlètes devraient respecter, quoi. C'est pas une règle qui apporte une red card, mais voilà, c'est d'usage de pas le faire pour le bon déroulé de la compétition. C'est plus comme ça que je le vois. Mhm. Voilà. Ah, il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé sur le squat et la prise en main de la barre. Mhm. Du coup, bon, au début, ils nous ont sorti un schéma comme quoi. Enfin, non, ils nous ont pas sorti un schéma au début. Au début, ils nous ont dit que tous les doigts devaient gripper la barre. Et ça, je me souviens, pour moi, c'était un truc qui était déjà dans le règlement, parce que je sais qu'en compétition régionale en Ile-de-France, c'est appliqué. Donc en fait, tout ce qui est talon grip, etc., on n'a pas le droit. Donc en gros, pour ceux qui ne voient pas, talon grip, c'est le fait d'avoir la barre comme ça et de mettre le petit doigt en dessous de la barre, ou même il y en a qui forcent et qui font encore comme ça. Et ça, c'était déjà appliqué, c'était interdit, parce que du coup, tu avais tes doigts qui n'entouraient pas la barre. Donc ça a été mis dans le règlement IPF, et au final, il y a plein de gens qui se sont dit, bon, ok, le talon grip, ça c'est sûr, c'est interdit, mais j'ai pas le droit de mettre le pouce derrière la barre. Et en fait, ils nous ont mis une illustration. Honnêtement, je comprends pas ce que ça change, hein. En fait, tu as le droit de mettre le pouce derrière la barre, mais il faut que le pouce il touche la barre. Si le pouce il touche pas la barre, c'est pas bon. Encore une fois, l'arbitre est à 5 mètres de toi. Est-ce qu'il va vraiment voir? Est-ce qu'il va venir avec une loupe, regarder si ton pouce touche la barre ou pas? Je sais pas. Je comprends pas trop cette règle non plus. Voilà, je pense que c'est pour un petit peu limiter les extrêmes low bar, parce que bah, forcément, si tu as un low bar assez extrême, c'est compliqué de grip correctement la barre. Voilà, je pense que ça va ensemble, quoi. Ouais, alors peut-être l'argument encore une fois, de la sécurité, enfin en tout cas pour le talon, parce que c'est Ouais, ça, je suis quand d'accord. Pour moi, si, ouais. tu vois, ouais, si en plus certains squatteurs qui peuvent être explosifs, il y a une grosse impulsion quand ils remontent et qu'il n'y a que 3 doigts qui tiennent la barre, ça peut être un petit peu, tu vois. Mais sinon, ouais, je sais pas trop ce que ça a donné aussi. Bon, voilà, comme je disais, on verra sur les prochaines compètes. Bon, on a quelques questions là par rapport à. J'avais mis une story, on a quelques questions. Du coup, ça va nous permettre. Bon, c'est des questions autour de l'entraînement, comme ça, Karl va un peu nous présenter sa vision autour de certains sujets de l'entraînement. Alors après, comme je le disais en intro, bah, si on bosse ensemble avec Karl, c'est que, c'est que évidemment, on a la même vision sur pas mal de choses, mais bah, il y a des trucs qui peuvent être un peu différents, et évidemment, c'est normal. Donc, première question, que feriez-vous avec un athlète qui se blesse à 1 mois d'une échéance? Alors, déjà, avant même de potentiellement adapter certaines choses sur la charge d'entraînement, je regarde l'enjeu et ce qui a joué. Parce qu'en vrai, pour moi, la priorité, c'est en grande partie aussi l'intégrité physique de la personne. Donc au final, si il y a vraiment quelque chose qui est un peu une grosse gêne ou une grosse blessure pour une compétition région où l'athlète n'a pas forcément d'enjeu, j'aime autant à la limite on fasse une croix dessus, qu'il se remette tranquillement et qu'il puisse être apte à reperformer très vite, plutôt que d'aller aggraver la chose sur la compétition où il n'y avait pas nécessairement d'enjeu. Au final, ça peut partir sur des mois de réhab et en fait, on n'a pas nécessairement gagné du temps. Et en plus, là, psychologiquement, c'est assez dur à encaisser.
Après, du coup, j'imagine que là, on parle dans un contexte d'une compétition où il y a de l'enjeu et la personne aussi, elle veut y aller. Ça, c'est important. Je demande évidemment, je consulte évidemment la personne et je tempère en fonction de son profil, disons. Mais là, ce serait du classique. J'adapte le plus possible la charge d'entraînement hebdo. Toutes les choses que je peux, entre guillemets, enlever, qui sont pas, enfin, qui sont les moins spécifiques, on va dire. Donc, par exemple, le peu d'assistance qui va rester ou quoi, qui relance des gènes ou des douleurs, bah, déjà, ça, si c'est trop extrême, j'enlève direct. Moi, ce que je vais plutôt avoir tendance à faire aussi, ça va être de prioriser des stimulations plutôt qualitatives. Donc, peut-être essayer de maintenir l'intensité assez haute, une gestuelle qui est impeccable, mais par contre beaucoup jouer sur le volume. Donc prioriser le maintien de l'intensité élevée et diminuer le volume. Et moi, j'ai pas mal fait ça aussi avec certaines personnes avec qui je bosse. Quand il y avait vraiment des grosses périodes, je mets en fait, je maintiens les calls qui étaient prévus en termes de charge, j'élargis un peu l'amplitude et en fait, à côté du RPE ou du RIR demandé, je vais mettre un espèce une perception de la douleur escomptée qui ne doit pas dépasser. Donc, c'est ce que les kinés font, c'est ce qu'ils utilisent pas mal certains, le fameux 3 ou 4 sur 10 max. Ponctuellement 5 si vraiment, bon, je connais le gars et je sais qu'il est un peu dur au mal, mais sinon, je vais vraiment mettre cette métrique-là à côté à respecter, de façon à ce qu'au final, on puisse avoir quelque chose d'assez précis entre la charge, un effort qui puisse aller le plus haut possible, entre guillemets, sans compromettre de trop son intégrité physique. Et après, voilà, je demande aussi beaucoup, chaque jour, le plus possible en tout cas, de faire une évaluation le matin sur la gêne, comment elle évolue. C'est-à-dire que du coup, si je vois que le lendemain matin, il me dit là, c'était hardcore, alors qu'il a à récupération égale, évidemment, peut-être que là, on en a fait un peu trop, donc je vais réduire. S'il me dit que c'était égal, c'est qu'a priori, on est plutôt sur la bonne dose. Et s'il me dit que ça baisse, c'est qu'on peut continuer de monter tranquillement, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord, j'ai pas grand-chose à rajouter. Évidemment, la question est large, ça dépend à la fois du niveau de l'athlète, ça dépend de l'enjeu de la compétition, évidemment. Mais ouais, si l'athlète tient à faire cette compétition et à maintenir un niveau d'entraînement élevé, évidemment, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Je rajouterais juste un petit truc, tu as parlé d'enlever les assistances qui créent de la gêne. Mais du coup, moi, justement, au niveau des assistances qui ne créent pas de gêne et qui permettent d'entretenir, entre guillemets, un certain stimulus, c'est un truc que tu peux garder, tu vois. Notamment un squat, le mec se bloque le dos. Ok, sur tous tes mouvements de hanche, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Par contre, sur tes mouvements d'extension de genou, là, tu peux carrément continuer à entretenir les niveaux de force. Donc ouais, voilà, sur des trucs comme ça, et puis modifier peut-être les amplitudes ou un truc comme ça, parce que bon, c'est rare que tu aies mal dans toute l'amplitude, tu vois, notamment sur une épaule. En général, les gens peuvent faire du bench à la cale ou du squat au bench. Alors évidemment, c'est pas la variation que je préfère, mais si on peut faire que ça, il faut y aller, je pense. Mais du coup, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que tu as un petit peu tout résumé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, oui, j'ai pris le contexte extrême où les assistants, certains, c'est impossible, mais dans la mesure du possible, je maintiens toujours, entre guillemets, jusqu'au dernier moment. Sauf si là, il me dit que il peut même pas mettre 10 kilos. Bon, là, je vais adapter, effectivement. Mais ouais, peut-être même. Bon, après, un mois, c'est court, mais je viens d'y penser. Par exemple, si il y a une grosse gêne à la hanche, généralement, le squat et le deadlift, il y a des interférences entre les deux, donc ça peut piquer. Du coup, peut-être, en fonction de comment il réagissait, push un petit peu plus le bench, essayer de peut-être aller chercher un peu plus de Ouais, charge carrément. d'entraînement dessus, parce qu'il va récupérer, au final, ça va faire un trou, donc il pourra un peu plus récupérer, quoi. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord. Ok, deuxième question. Comment vous gérez l'après-compétition? Bon, du coup, après, je donnerai, parce que du coup, dans la question, il y avait, entre parenthèses, il y avait écrit exemple l'après France Open. Donc, je donnerai mon avis après. Mais du coup, toi, comment tu gères l'après-compétition avec tes athlètes? Alors l'après-compte, moi généralement, je propose deux schémas, on va dire. Le plus souvent, quand même, ce qui se passe, c'est que suivant en plus l'intensité de la compétition, une semaine complète off ou blanche. Donc généralement, il n'y a pas de semaine sans entraînement parce qu'ils s'entraînent toujours un petit peu. Mais voilà, je leur laisse un petit peu carte blanche, toute proportion gardée. Je veux pas les voir sous un ATPR au deadlift ou quoi. Mais voilà, là, surtout pour régénérer physiquement, c'est sûr, mais surtout psychologiquement et cognitivement, après l'investissement sur une compétition et toute la préparation derrière. En plus, quand dans la vie de tous les jours, tu dois aller au taf, etc.,
tout gérer ensemble, bah, c'est quand même assez prenant. Donc là, pour vraiment avoir une grosse décharge et sortir un petit peu de cette phase où on est un peu saturé, je laisse vraiment une semaine, complète, off s'il faut et après je relance généralement avec un espèce de pas bloc tampon, mais un peu un bloc, potentiellement plus doux, pour relancer et pareil, ça dépend aussi vachement du profil que j'ai en face de moi, parce qu'on n'est pas aussi tous égaux vis-à-vis de la récupération. Il y en a certains qui ça va vraiment prendre du temps, même s'ils maxent leur levier et d'autres, bah, si je prends un cas extrême à très haut niveau, par exemple, tu sais, Ken Gamou, j'avais déjà, regardé un petit peu son profil et tout, après des compétitions. Le mec, il resquatte limite 300 le lendemain ou le surlendemain de la compétition, tu vois? Du coup, tu vois bien que là, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de nos capacités, à récupérer, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, pour ajouter un petit peu, bon, du coup, si je prends l'exemple des athlètes qui ont fait les France Open, là, du coup, bah, en fait, ça va dépendre. Bon, déjà, si on parle pas, enfin, je vais nous parler de manière générale, ça va dépendre en fait du niveau de l'athlète et de son calendrier. Parce qu'en général, un athlète qui a un niveau national, on va assez rapidement avoir un calendrier, dans le sens où on ne sait pas forcément quand on va se qualifier, mais on sait que bah, là, telle date, il y a les championnats de France de l'année prochaine. Du coup, en fonction de ça, on va probablement établir une qualif autour de telle date et on sait combien de temps on a. Maintenant, pour l'exemple des France Open, là, bah, pareil, je vais distinguer un peu trois profils. On va avoir le profil assez rapidement où on repart sur une compétition. Là, je pense notamment à Inès et Émilie qui préparent les Europe Open qui sont là en mars. Donc, globalement, il y a deux ou trois blocs. Il y a deux ou trois blocs. On a 2 mois et demi quoi, pour préparer ça. Ensuite, tu vas avoir les profils où on va avoir un peu plus de temps, mais il y a quand même une compète qui arrive. Donc, bah, par exemple, comme toi, où il y a les France Juniors qui sont en mai. Et puis après, je vais avoir les profils où on a le temps, parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément d'autres compètes. Par exemple, Sosa, parce que du coup, on va faire les championnats de France l'année prochaine. Faut qu'il se qualifie entre-temps. Et surtout, bah, il y a le nouveau système de qualif l'année prochaine. Bon, normalement, Sosa est relativement tranquille. Donc, du coup, sa qualif, il peut la faire un petit peu en avance. Et il n'est même pas forcément obligé de pousser sur sa qualif pour être top 7. Donc, du coup, bah, probablement qu'on va viser une qualif en jouant. Comme ça, après, l'été, il est tranquille. Et puis en septembre, on peut repartir sur la prépa France. Et du coup, ouais, bah, pour commencer, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est important d'avoir quelques jours off. Ça va dépendre des gens. Tu as des gens, ils vont me demander une dizaine de jours. Tu sais, par exemple, tu vas avoir ta compète le vendredi. On va avoir le week-end off, plus une semaine off, et ensuite on reprend le lundi. Tu as des gens, bah, ils vont juste prendre quelques jours et ils vont repartir assez vite. Et évidemment, ça dépend des profils hein, en fonction de comment tu récupères. Et puis bah après, ouais, comme tu disais, alors des fois on n'a pas forcément le cas, comme je te disais, Inès et Émilie, là, on a dû se remettre très rapidement dedans, et je sais que le premier bloc, je vais pas être exigeant puisque ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, physiquement, c'est des athlètes de haut niveau. Donc, en général, physiquement, elles sont un peu au-dessus sur la récup, etc. Il y a des capacités de récupération qui sont quand même supérieures à la moyenne. Mais c'est surtout mentalement où c'est compliqué de se remettre dedans parce que bah, une prépa, c'est super engageant, encore plus quand tu es un athlète de haut niveau et qu'on t'attend sur un titre au France, sur un minimum inter. Et du coup, c'est pour ça que le premier bloc, je suis pas exigeant en termes à la fois bah, d'entraînement. Alors après, évidemment, c'est des proportions gardées, puisque c'est des athlètes de haut niveau, il y a quand même une certaine qualité à maintenir, mais en termes d'entraînement, et surtout, là où moi je vois la différence, c'est en termes de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la récupération, l'alimentation, etc. Franchement, il faut un moment pour relâcher un petit peu, parce que c'est des athlètes qui sont en jet à l'année, c'est des athlètes qui font attention au sommeil à l'année, etc. Et forcément, il y a des, il y a des moments où il faut lâcher un petit peu. Et en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Si en prépa, tu veux être à 150%, et moi, je te veux à 150% en prépa, bah, en fait, il y a des moments de l'année où il faut que tu sois à 50%. Quoi. Et ces moments de l'année, bah, c'est tout de suite maintenant. Donc, même si dans les faits, c'est peut-être pas le meilleur des choix à faire, parce qu'il y a une compète qui arrive très vite, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu le fais pas, c'est très compliqué d'enchaîner les prépas comme ça sans avoir de petits moments off, quoi. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment super important. Oui, souvent, après une compétition, on a très envie de retourner s'entraîner très rapidement parce que soit on a kiffé la compète et que du coup, ça nous a donné un élan pour progresser encore plus, soit parce que du coup, on n'a pas kiffé la compète et on est frustré, on veut très vite retourner au boulot. Mais je pense que c'est un peu une erreur de vouloir repartir trop vite. Parce que ouais, physiquement, on en parle souvent physiquement, mais en général, voilà, physiquement, ça récupère assez vite. C'est plutôt cognitivement, mentalement, où pour moi, il faut couper un petit peu parce que tu peux pas tenir toute ta saison en étant à 150%, quoi. C'est juste pas possible. Mmh.
Voilà. Ensuite, autre question. Qu'est-ce qui a le plus évolué dans votre vision du coaching par rapport à quand vous avez commencé? Je commence du coup? Ouais, vas-y. Ouais. Alors moi, en plus, j'y réfléchissais l'autre jour, quand je faisais des retours. C'est vraiment, au tout début, enfin, il y a 2 choses. Le manque de recul, ça veut dire avoir une vision trop, heu, microscopique, pas assez de recul sur, des périodes, des contextes et même un calendrier général et aussi, le fait de vouloir aller, trop vite. Par exemple, j'avais vachement tendance au début à trop vite m'emballer si je voyais que j'avais, un bloc qui devenait un bloc de référence. Ça marche bien, les formats, en fait, ça la dose correspond très bien. En fait, au lieu de me dire: «Bah, justement, ça marche bien, je vais faire exprès de je vais maintenir, l'élan tranquillement sans nécessairement, maxer toutes les variables, dès le bloc suivant» et justement, c'est ce que je faisais, me précipiter un peu trop. Je disais: «Justement, ça marche, donc on va pousser», et sans m'en rendre compte, en fait, j'arrivais beaucoup plus vite que ce qui était prévu. La dynamique s'essouffle et après, il faut en relancer une autre. Alors qu'au final, ouais, il y a eu des kilos de gagnés rapidement, mais ces kilos-là, ils auraient certainement été gagnés peut-être avec, 1 ou 2 blocs supplémentaires. Sauf qu'après ces 1 ou 2 blocs supplémentaires-là, on aurait pu continuer encore de progresser sans, nécessairement, devoir un petit peu casser et rompre cette, dynamique-là. Puis en plus, en préservant, le la tête d'un niveau de fatigue peut-être trop important, parce que la fatigue, faut pas la fuir, mais c'est sûr que, si on peut progresser avec une plus petite dose, mais qu'on progresse bien, autant, c'est tant mieux, tu vois? Autant garder ça. Comme ça, s'il y a un petit palier à débloquer, j'ai juste à augmenter un levier et ça continue comme ça plutôt que de maxer, toutes les variables là et ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais de récupérer aussi justement, des pratiquants qui avaient, ils t'envoient la programmation de ce qu'ils faisaient avant et tu regardes, tu vois un volume et une intensité une fréquence de malade mental et là, tu te dis: «Ouais, le mec, il a des tendinites et tout», mais tu te dis: «Ouais, là, ça va être chaud ça va être chaud». Ça va prendre du temps de revenir un petit peu en arrière pour reconstruire quelque chose parce que le mec était déjà à fond, tu vois? Donc ça illustre bien ce cas-là, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Bah, en fait, le mec était déjà à fond, mais il était déjà à fond, juste sur les curseurs de volume, d'intensité et de fréquence, quoi. Il était pas à fond dans son exécution parce qu'en fait, parce qu'en fait, soit, enfin, déjà, si le mec change de système de coaching, c'est que forcément, il y a un truc qui marche pas trop. Donc comme tu disais, soit il est cassé de partout et donc en fait, juste en le rendant, pain free, derrière, il va pouvoir, redéclencher des adaptations. Ou alors, en fait, si le mec il faisait, grave du volume et cetera, et forcément s'il change de système de coaching, c'est que ça marche pas forcément. C'est que, au niveau de sa qualité, d'entraînement, oui, certes, tu fais beaucoup, mais c'est pas qualitatif, tu vois? Donc du coup, ouais, pour moi, il y a toujours des curseurs à jouer et ça m'est arrivé plein de fois où tu récupères un athlète, le mec il a 2 ans de pratique, il squatte 5 fois par semaine. Qu'est-ce que tu racontes? Tu le redescends à 2, il est en mode, mais je vais régresser là et en fait, tu te rends compte qu'en faisant de la qualité, certes au début forcément pour aller chercher des adaptations, quand tu squattais 5 fois, revenir à une fréquence plus classique, 2 ou 3 squats, au début c'est un peu compliqué, mais après très, très rapidement tu te rends compte qu'en faisant de la qualité, tu arrives à retrouver des stimulus assez facilement. Ouais et puis je rajouterais même aussi que je trouve, en tout cas là, c'est mon avis perso, mais quand tu as moins de fréquence aussi d'expo sur un mouvement, ton intention, c'est pas la même. Parce que si tu as peut-être que 2 squats, tu te dis: «OK, j'ai 2 opportunités là pour vraiment, essayer de faire du bon taf». Quand même remarqué que pour beaucoup, il y a toujours le biais du survivant et pour beaucoup, quand tu commences à mettre, plus que 3, en fait, il y en a, ils sont carrément bâclés. Donc en fait, il sert à rien, tu vois? Limite, il ferait rien, ce serait mieux et ouais, c'est rarement un pari gagnant selon moi. Ouais, c'est ça. C'est comme tu disais, biais du survivant. Évidemment que tu as des athlètes de haut niveau, qui vont en profiter parce que, en fait, si c'est des athlètes de haut niveau, c'est parce que, c'est parce qu'il y a des qualités, physiques, des capacités de travail, des capacités de récupération qui sont exceptionnelles. Donc évidemment que ça va marcher sur certaines personnes et que c'est probablement la méthode optimale sur eux. Mais, mais c'est pas le cas de tout le monde, voire même c'est le cas de pas grand monde, je pense. Ou en tout cas pas avec 2 ans de pratique. En tout cas, ouais, enfin, c'est pas possible. Je pense que, à moins d'être un alien, genre encaisser 5 squats qualitatifs dans ta semaine,
si tu fais du power depuis 2 ans, ou alors tu as 10 ans de muscu derrière toi, tu vois, mais encore une fois, si tu as 10 ans de muscu derrière toi, tu te compares pas avec un mec qui commence, tu vois. Ouais, et en plus, si tu as 10 ans de muscu, a priori, tu es censé avoir un gros physique, tu es très musclé, donc tu es fort, donc tu es apte à produire beaucoup de force. Donc ton squat, si tu veux faire du qualitatif, il va être extrêmement fatigant, tu vois. Donc Ouais, 5 c'est fois vrai, dans c'est la vrai. semaine. Ouais, bon, on est bon, on peut partir sur un autre débat là. Du coup, le truc qui a le plus évolué dans la vision du coaching par rapport à quand j'ai commencé, en fait, c'est, bah, je pense un peu tout le monde, hein, forcément avec l'expérience, tu changes un peu, mais c'est vouloir faire, entre guillemets, trop du scolaire au début. C'est-à-dire, la programmation, c'est comme ça. Tu sors pas forcément des sentiers battus parce que tu penses que les trucs sont pas cohérents, tu vois. Mais la programmation, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que j'ai appris, donc c'est comme ça qu'il faut appliquer. La technique, pareil, c'est comme ça. Voilà, ton athlète, il a des déviations techniques, tu vois. Il est fort comme ça, il arrive à produire de la force comme ça, mais tu dis, mais non, mais en fait, c'est pas scolaire là, il faut changer. Et en fait, tu te rends compte que bah en fait non, on n'est pas des machines, on est des humains, et que ouais, en fait il y a plein de choses différentes qui peuvent marcher, et vraiment un peu sortir des sentiers battus, sortir du scolaire. Bah franchement, tu t'adaptes à l'athlète en fait, et ouais, je dirais que c'est ça qui a le plus changé. Mais après, encore une fois, ça, tu peux le dire à tout le monde tant que tu n'as pas l'expérience pour le vivre. Enfin, n'importe qui va, entre guillemets, sortir d'une formation classique. Et ça, je pense que c'est valable dans tous les tafs, tu vois. Tu as ta formation classique, et puis après, sur le terrain, il se passe autre chose, et tu t'adaptes forcément. Donc, ouais, les formations, c'est bien, mais l'expérience, je pense que c'est ce qui prime devant tout, quoi. Mm. Voilà. Bon, on a encore une petite question. Alors, la question, alors, après les France, du coup, j'avais fait une story pour. J'étais très fier de cette stat. Ok, j'avais dit qu'aucun de mes athlètes du groupe A n'avait raté un squat. Donc, la personne me demande comment on fait pour établir un plan de match. Donc, du coup, ouais, j'avais 9 athlètes aux France. Non, je dis n'importe quoi, j'en avais 7, pardon. J'en avais 7. J'avais 6 groupes A. Donc, dans les 6 groupes A, je disais que tous les matchs en jeu, j'avais personne qui avait raté de squat, donc 18 sur 18. Et j'avais Maël dans le groupe B. Donc, elle avait fait 2 sur 3, et le troisième était passé, mais il avait été overturn malheureusement pour amplitude. Voilà, donc comment tu fais pour établir un plan de match? Qu'est-ce que tu prends en compte pour établir un plan de match au niveau de l'athlète? Bah, déjà, je vais prendre en compte, évidemment, enfin, les derniers blocs, notamment sur la préparation, ce qui a été validé, pas validé, les standards aussi, la fiabilité de son mouvement. Mais bon, ça, généralement, j'essaie vraiment d'être vigilant sur ça à l'année. Ça veut dire que vraiment, je vais pas, je suis vraiment l'extrême opposé du coach qui va dire on verra le bloc prochain, on va appuyer un peu plus. Quitte à mettre même 20 kilos de moins, franchement, là, je vais mettre la priorité sur les standards, donc son aptitude à reproduire le mouvement en compétition. Puis même à être fort, tout simplement, parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas que en fait, le corps, il s'adapte pile poil à ce que tu lui demandes. Si tu squattes haut tout le temps, tu es fort sur cette portion-là, mais en fait, c'est pas, tu vas pas juste enlever 10 kilos et si tu vas chercher 5 centimètres plus bas, c'est peut-être 20, voire plus que tu peux enlever, quoi. Donc ça, c'est surtout ça que je regarde. Son, vachement aussi sa réponse à la compétition. Par exemple, j'ai un cas en tête que je coach sur 2-3 compétitions. Au deadlift notamment, il avait 20-25 kilos de plus dans les pattes que son dernier deadlift de la prépa, mais à l'aise, quoi. Et je sais que du coup, là, je vais peut-être en garder sous le pied pendant la dernière semaine notamment. Et je sais que lui, je peux peut-être aller chercher des intervalles hautes plus poussés sur le plan de match, un delta plus important que ce qu'il n'a fait à l'entraînement. Et d'autres, bah, souvent, ce que je vais faire, c'est comment vraiment prendre la dernière semaine et bah, on en avait vachement discuté, l'envisager comme l'avant-dernière semaine du bloc et la comp, bah, c'est la dernière semaine. Et du coup, en fait, faire un petit peu comme si c'était une semaine 4 plus, on va dire. Et comment, bah, après, ouais, fonctionner, comme j'ai dit, en l'opener. Bon, bah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une barre, peu importe le contexte, même si ça fait 2 jours que tu n'as pas dormi, elle doit passer. Ensuite, bah, après, j'ai une deuxième barre, généralement,
il peut avoir une amplitude de charge, mais très faible. Et je me fie en fait simplement à la vélocité sur la première, et évidemment la vie de l'athlète, puis les standards aussi, mais bon, généralement ça, c'est pas problématique. Vélocité, et après, le dernier call, là, voilà, en fonction de son état, de ce qu'il a joué sur le match, puisqu'au final, pareil, c'est vraiment le total qui compte, et que je sais qu'on peut assurer comme nous on a fait un 2,77,5 au lieu d'un 2,80, 2,82, je vais le faire, même s'il est peut-être capable d'aller le faire, parce que ça va lui permettre d'économiser un petit peu de ressources pour la suite. Et, voilà, je pense que j'ai à peu près tout balayé. De toute façon, peut-être que des choses vont me revenir quand je vais t'écouter. Ouais, du coup, comment j'établis un plan de match? Alors, du coup, ça, c'est une discussion que j'ai tout le temps avec mes athlètes à l'approche d'une compète. Ils me disent, ouais, moi, je me vois bien faire tant en opener. En fait, je leur dis, mais tu réfléchis à l'envers. L'opener, c'est pas un truc c'est pas un truc qui est important. L'opener, en fait, c'est un truc qui t'amène vers la suite de la compète. En fait, moi, quand je vais réfléchir à un plan de match, je commence par la fin. Je commence par ton troisième essai. Qu'est-ce que je t'estime capable de faire en troisième essai? Donc, je vais avoir une fourchette. En fonction de ce troisième essai, je vais en découler un jump cohérent pour aller chercher un deuxième essai. Et évidemment que ce deuxième essai, normalement, il est sécure. Et puis, en fonction de ce deuxième essai, je vais en découler un jump cohérent et on va aller sur un opener en fonction des jumps que tu fais à l'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, l'opener, on s'en tape, tu vois. Genre, j'avais cette discussion avec Sosa avant les France, où en fait, on parlait de son opener, et il disait ouais, mais ma dernière compète, j'ai ouvert au-dessus de ça. Bah, ok, mais en fait, que l'opener que tu ouvres à 2,75 ou à 2,80, tout le monde s'en tape et personne ne va retenir. Ce que tout le monde va retenir, au final, ce qui compte et ce qui va rester dans les chiffres, c'est combien tu as validé en deuxième barre, en troisième barre, enfin combien tu as validé Mm. au total, tu vois. Donc moi, c'est un truc que je fais tout le temps comprendre à mes athlètes. Ils réfléchissent à l'envers sur le plan de match. Ils me parlent d'abord d'opener. Moi, je vais d'abord réfléchir à la fin. Donc ouais, sur l'établissement des plans de match, voilà, comme tu l'as dit, enfin voilà, tu prends en compte la prépa de l'athlète, t'essayes de viser à peu près juste sur une troisième barre, évidemment avec une fourchette. Alors ça fait peut-être pas plaisir à l'athlète tout le temps, mais avec une fourchette où tu vas avoir une fourchette basse dessus. Et en fait, c'est sur ça où dans l'application, ça compte beaucoup parce que, ouais, tu vois, comme par exemple, tu disais ton exemple, tu es capable de squatter de 80. Maintenant, 2,77, c'est peut-être le meilleur call parce que de 80, déjà, forcément, va y avoir un poil plus de stress sur est-ce que je vais réussir la barre. Et puis en fait, tu vas chercher 2,5 sur le squat, tu perds 10 kilos sur ton terre parce que tu n'as plus d'énergie. Enfin, je me rappelle, on en avait parlé avec un épisode de podcast qu'on avait fait avec Stan. C'est archi important pour moi de sécure tes premières barres. Enfin, je ne voulais pas dire tes premières barres, mais c'est archi important de sécure tes barres des premiers mouvements. En fait, pour moi, comment on déroule un match, le mieux, c'est d'arriver avant ton terre en ayant pris tous les kilos possibles au squat et pris tous les kilos possibles au bench. Alors par là, j'entends pas forcément de faire 6 sur 6 parce que tu as des athlètes où en fait ils vont faire 2 barres. Voilà, ça me pose pas forcément de problème si tous les kilos ont été pris. On se rend compte que notre deuxième essai, il était un petit peu haut. Tu vois, par exemple, sur un petit total, on va dire une femme, aller chercher peut-être 2,5 supplémentaires sur ton squat sur un troisième essai, ça peut valoir le coup. Sur un gros athlète, des fois, c'est pas forcément le cas. Je te prends l'exemple de Sosa. Bon, là, au France, ça s'est bien passé, mais ça compète qualificative. En fait, il fait 3,30 en deuxième barre. Et en fait, on se rend compte que, ouais, s'il y va sur sa troisième barre, il y a 3,32. Mais est-ce que ça vaut le coup de mobiliser autant de ressources pour aller chercher 2,5? Des fois, ça vaut le coup, des fois, ça vaut pas le coup, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais que prendre tous les kilos et ne pas faire 3 sur 3. Le 3 sur 3, en soi, c'est pas un truc que tu vises, c'est un truc où dans l'application, très souvent, pour aller chercher tous les kilos, tu fais 3 sur 3, mais des fois c'est pas le cas. Donc voilà, donc comme je disais, sur le déroulé du match, le but, c'est d'arriver au terre en ayant pris tous tes kilos. Et puis ensuite, ça dépend où tu te situes par rapport à la concurrence, à la fois sur ton total, mais à la fois sur où tu en es au soulevé terre, parce que évidemment, on sait très bien que sur un match, c'est très souvent le soulevé terre qui fait la loi, hein, celui qui a le plus gros terre, celui qui a les cartons. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois le déroulé d'un plan de match et d'une compétition, quoi. Mm. Et puis après, des trucs à prendre en compte. Très souvent, l'athlète, bon, ça c'est un peu plus le cas pour des athlètes à plus haut niveau où en général ils vont être un petit peu plus haut en poids sur l'année. Ça, c'est des trucs. Voilà, quelqu'un qui fait une compète régionale qui est à 100 kilos des minima,
Moi, j'apprécie pas quand il est en moins de 74, il pèse 78 kilos. Vas-y, va en 83. Qu'est-ce que tu me racontes? Genre, tu vas cut 4 kilos, pourquoi faire? Alors que ça, c'est des trucs, évidemment, à haut niveau, bah, très souvent, t'es dedans, tu vois. Et tu dois le prendre en compte. Tu dois le prendre en compte. Le mec, il est en 74, sur son dernier squat avant sa compétition, son dernier gros squat en tout cas, il pèse 76,5. Bah, forcément que le jour J à 74, ça sera pas la même sauce, tu vois. Ça, c'est des trucs à anticiper, à prendre en compte. Après, comme tu disais, c'est des trucs où bah, il y a de l'expérience avec des athlètes. Hein. Tes athlètes, faut connaître tes athlètes, quoi. Alors forcément, au début, bah, tu peux pas. Forcément, ça demande de l'expérience. Mais plus tu connais ton athlète, plus tu sais comment il va réagir à la fois ce cut, mais à la fois aussi son profil mental, tu vois. Genre, j'ai un athlète que tu connais, Prosper. Je Ouais, sais qu'en compétition, il est tout le temps archi fort. Genre, il est tout le temps archi fort. Ses premières compètes, en fait, ses plans de match, ils étaient tout le temps relativement bas. Et en fait, sa troisième barre, je me rends compte qu'il a 5 kilos de marge à chaque fois. Et du coup, je sais que je peux me permettre de le pousser plus sur la compétition, puisque il réagit super bien à la compétition, quoi. Et tu as des athlètes, en vrai, en général, j'ai pas d'athlètes qui vont forcément moins bien réagir, dans le sens où ils vont être moins forts le jour J. Mais tu as des athlètes qui vont être cohérents avec les entraînements et tu as des athlètes qui vont être beaucoup plus forts par rapport à l'entraînement. ouais, ouais, bah, je suis d'accord. Après, si je devais ajouter quelque chose, bah, juste pour pousser la réflexion, mais là, c'est surtout sur l'opener. Si je vois vraiment que il y a une personne, ça peut, même une barre qui est censée passer très facilement, le fait d'arriver sur le plateau, il y a une sorte de paralysie un petit peu à cause de la pression, etc., bah, c'est pas grave. J'envisage de diminuer encore un peu plus. Hmm. Et généralement, après, du coup, une fois que la confiance est là, bah, après, c'est fini. Les jambes, on retrouve un peu des sensations. Elles sont plus un peu lourdes, etc. Et quitte à peut-être jump plus fort sur le deuxième. Et du coup, après, ça se règle très bien. Mais comme tu as dit, en vrai, c'est aussi. Là, en vrai, c'est sur le terrain que ça se fait, quoi. Si tu vas pas gérer de match, moi, j'ai bien vu les premières compes quand j'y repense par rapport à. Pourtant, j'ai pas encore énormément d'expérience, mais j'ai bien vu la div déjà sur l'efficience aussi de la gestion. Et bah, ton gars, enfin, ton gars ou ton athlète féminine aussi, la relation que tu as avec, forcément, tu la connais beaucoup mieux. Donc après, bah, c'est beaucoup plus fluide en fait. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, demander l'avis à l'athlète, mais voilà, tu demandes son avis, mais au final, c'est toi qui tranches, hein, parce que quand t'es dans le jus de la compète, alors ça dépend des profils, hein. T'as des profils qui vont voir plus haut et t'as des profils où justement ça va plus bas, tu vois. Genre, nous, cette troisième barre, je l'ai pas. Alors qu'en fait, toi, en tant que coach, si tu connais ton athlète, tu sais que ça passe, quoi. Donc voilà, après, faut pas non plus déstabiliser la tête, parce qu'en général, les gens qui vont voir un peu moins, c'est des gens où justement ils vont vite être sous la pression, vite être stressés. Et donc forcément, je sais pas, je te dis au hasard, mais si la fille a dit 150 et toi tu veux 160, bah, évidemment, tu vas plus aller sur 52 ou 55, tu vois, parce que si tu me mets 160, voilà, elle va complètement stresser. Voilà, donc bon, Ouais. je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ce sujet. Voilà. Mm. J'ai pas particulièrement d'autres questions là. Enfin, on n'a pas eu d'autres questions sur le Q&A. Est-ce que il y a des sujets dont tu voulais parler, peu importe, coaching. Bah écoute, non, là j'en ai pas en tête, hein. Franchement, je Ok. pense qu'on a Bon, de toute tout façon, balayé. on sera évidemment amené à faire d'autres épisodes ensemble. Voilà. Bon, bah, du coup, premier épisode. Donc évidemment, comme je le disais, la Karl a rejoint l'aventure Power Green Coaching. Évidemment, il est dès à présent disponible pour toutes vos demandes de suivi. Vous pouvez lui envoyer un message. Donc, son Insta, c'est karl.etb. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, même enfin, pour des appels de démarrage de coaching ou alors des appels pour un premier contact, etc. Voilà, n'hésitez pas à contacter Karl. Voilà. Bon, ben, je te souhaite merci d'être intervenu sur le podcast. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Et puis, comme j'ai dit, voilà, on sera évidemment amené à Mm. faire d'autres épisodes ensemble. Bien sûr, ce fut un plaisir comme d'habitude.